infiniment Sonia Dridi, correspondante accréditée à la Maison-Blanche. Merci à vous. Alors on va revenir sur la montée en tension majeure des dernières heures qui finalement aboutissent à on négocie et on repousse l'ultimatum et on le fait ensemble, Gwendoline de Bono. Rappelons pour les téléspectateurs, surtout que nous sommes lundi, et il s'est passé beaucoup de choses ce week-end. Plein de choses. Ce qu'il s'est passé en 3 actes. Alors acte 1, un message de Trump dans la nuit de samedi à dimanche, Gwendoline. Oui, on a un Donald Trump qui perd patience et qui menace et qui dit si l'Iran n'ouvre pas complètement et sans menace le détroit d'Ormuz dans les 48 heures, eh bien, les États-Unis frapperont et détruiront toutes ces différentes centrales électriques, en commençant par la plus importante. Donc on a un Trump qui veut que le détroit stratégique d'Ormuz soit rouvert à la navigation, sous peine de s'en prendre aux infrastructures civiles en Iran. 3 centrales électriques iraniennes sont particulièrement menacées. Elles sont essentielles pour alimenter les grandes villes, et notamment une ville comme Téhéran, la capitale, et ses 10 millions d'habitants. Ce qui va se passer, évidemment, c'est une réponse immédiate de l'Iran, et où on a... C'est l'acte 2. C'est l'acte 2, absolument, avec le porte-parole des gardiens de la Révolution, qui est clair, qui fait monter les enchères et qui dit, voilà, si les menaces des États-Unis sont mises à exécution, eh bien, nous prendrons des mesures. Le détroit d'Ormuz sera complètement fermé, et les centrales électriques des pays de la région qui abritent des bases américaines, donc les pays du Golfe, eh bien, seront nos cibles légitimes. Donc les Iraniens suivent leur ligne, c'est-à-dire la stratégie de la surenchère et du chaos. Allez, on passe à l'acte 3. On en était là quand Donald Trump a pris tout le monde de court avec un nouveau message il y a quelques heures. Oui, l'acte 3, c'est Donald Trump qui reporte son ultimatum. J'ai donné ordre de reporter toutes les frappes contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes pour une période de 5 jours. Et il annonce dans la foulée bien des négociations avec le régime iranien et même des points d'accord. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure, notamment un Iran qui renoncerait à son arme, au fait d'acquérir l'arme. On ne sait pas si c'est vrai, mais nous en sommes là à l'heure où nous parlons. Merci infiniment, Gwendoline de Bono. Colonel Goya, comment vous analysez ce retournement de situation, ce grand 8? L'expression est un tout petit peu trop ludique pour le cas d'espèce, mais comment vous regardez ça, ce changement de pied? Alors, pour parler en une phrase, je dirais que Donald Trump navigue à vue, très clairement. Donald Trump, c'est pas un joueur d'échecs. C'est à la limite, c'est un joueur de poker, très instinctif, qui essaie d'obtenir des résultats en menaçant d'escalader, en escaladant éventuellement, en exerçant une pression. Voilà, et il fait ça un peu au feeling. Concrètement, avec ce problème du détroit d'Ormuz, je pense qu'il a découvert le problème d'un seul coup. Là, il était surpris. Donc c'est ce qui ne cesse d'ailleurs de surprendre, le fait qu'il ait été surpris. Après avoir, il a quand même dit que c'était pas très grave. Que c'était pas très grave. 2, qu'il pouvait résoudre le problème militaire tout seul assez facilement. Puis 3, non, finalement, c'est pas si facile et on aura peut-être besoin des alliés. Et puis maintenant, d'un seul coup, il s'avère que le problème, oui, est vraiment important puisqu'il est en train de menacer du pire à l'Iran et avec une menace qui, il faut le dire, est assez catastrophique. En réalité, c'est stupide. Je ne sais pas si cette décision a été prise comme ça pour faire peur ou ça a été réellement pensé. Mais ce serait évidemment une décision absolument catastrophique de s'attaquer au réseau énergétique iranien. Ça n'a strictement aucune chance de faire plier le régime. Ça va toucher la population et ça va certainement provoquer des représailles dans toute la région. Donc peut-être qu'effectivement, au bout d'un moment, il s'est rendu compte que c'était peut-être pas une bonne idée. Donc il rétropédale, comme souvent. Donc il lance un truc, il voit ce que ça donne, puis il s'aperçoit que c'est pas une bonne idée, il rétropédale en expliquant que finalement, oui, ça a permis quand même d'établir une négociation, ce qui est peut-être le cas. Il faut quand même rappeler que cette guerre ne peut finir que de 2 façons. Soit vous avez le régime, soit la destruction du régime islamique, voilà, et son remplacement par autre chose, soit par une négociation. Voilà, ce sont les 2 fins possibles, négociation pour aboutir à un cessez-le-feu avec des concessions qui seront certainement accordées aux deux adversaires. Et accessoirement, c'est quand même la fin la plus probable. Donc il n'est pas non plus illogique qu'il y ait un canal de négociation qui soit mis en place. Parce qu'encore une fois, c'est comme ça que ça va se terminer, très probablement. En tout cas, peut-être pas avec Monsieur Galibaf, puisque à l'instant même, vous savez, on vous disait il y a quelques instants que ce président du Parlement était certainement l'homme interlocuteur de Trump de la Maison-Blanche dans les discussions. Il dément toute négociation. Il parle de fake news pour calmer les marchés et demande la punition des agresseurs. Calmer les marchés.
Est-ce que c'est une donnée dans votre équation, Guillaume Roquette? Est-ce que le mouvement, on va appeler ça comme ça, de Donald Trump ces dernières heures, c'est notamment parce qu'il y a le cours du pétrole. D'ailleurs, dès qu'il s'est exprimé, en repoussant l'ultimatum, le cours du pétrole a chuté d'un seul coup. Et puis, la crise mondiale et la crainte d'une crise mondiale sans précédent. Il y a encore l'Agence internationale de l'énergie qui, ces dernières heures, a eu des mots qui sont quand même assez terrifiants. La guerre au Moyen-Orient pourrait provoquer la crise mondiale de l'énergie la plus grave de ces dernières décennies. Ça pourrait expliquer que Donald Trump décide finalement de repousser, décide finalement de discuter? Oui, je pense qu'au-delà effectivement des difficultés, on va dire de court terme, des difficultés tactiques de Trump, il y a deux gros sujets pour lui. Un, c'est le rôle et l'image des États-Unis comme protecteurs de la région, qui semble être quand même sacrément remis en question. Et deuxièmement, effectivement, le danger d'une contagion économique de ce conflit. On l'a déjà dit beaucoup, l'économie mondiale, elle est encore très dépendante du pétrole, même si c'est moins dramatiquement le cas qu'à la fin du XXe siècle où il y avait eu des crises économiques. Il y a un point important, vous parliez des marchés, et vous avez raison, il y a le marché du pétrole, il y a aussi le marché boursier. Alors pour l'instant, c'est juste de la nervosité, hein, il n'y a pas du tout de crack ni rien d'autre, mais c'est un point très important, notamment pour les Américains, et pas seulement pour les milieux d'affaires. Et parce que comme vous le savez, aux États-Unis, il n'y a pas de retraite par répartition. La retraite des Américains, c'est la retraite par capitalisation. Et donc, à quelques mois d'une échéance électorale importante, celle des midterms pour Donald Trump, l'idée que ces initiatives extérieures, qui sont déjà considérées comme un peu hasardeuses par un grand nombre d'électeurs républicains, en plus, aient une conséquence négative sur l'économie américaine, voire sur leur future retraite, ce serait vraiment pas bon. Edward Kuckerman. Oui, je suis d'accord sur votre analyse, en particulier sur l'influence des marchés boursiers pour Trump, c'est essentiel. Et effectivement, il y a bientôt les élections du midterm. Par contre, là où je pense qu'il y a peut-être une différence de point de vue, c'est sur ce qui se passe au niveau du Moyen-Orient, sur l'influence des Américains. On a vu que la Chine n'a rien fait, la Russie n'a rien fait pour défendre l'Iran, même si c'était un allié de l'Iran. Les États-Unis sont présents, Israël est présent. Je pense qu'il y a quand même une dépendance des pays sunnites des États-Unis et d'Israël, et que Israël aujourd'hui peut être un allié à venir si un accord de paix est élargi, un accord d'Abraham de paix est élargi. Pour l'instant, l'inquiétude que j'ai dans cette négociation, c'est ce qui va se passer au niveau des sanctions. Parce que si on arrête les sanctions, à ce moment-là, ce régime iranien va se reconstruire. Donc on discute des points militaires, mais cet aspect-là financier est essentiel. Parce que le jour où l'argent du pétrole est utilisé à nouveau pour reconstruire l'arsenal militaire et que le régime des mollahs va refinancer les proxys, ça va être également une catastrophe dans la région, et en particulier pour la population iranienne. Il faut absolument, à mon avis, pendant que cette négociation a lieu, qu'on continue les opérations militaires. Je pense qu'Israël va intensifier les opérations militaires pour essayer de réduire à néant l'infrastructure militaire du régime. Intéressant, on va en reparler justement de la position d'Israël au sein de cet ultimatum repoussé par Donald Trump. Est-ce que Israël valide cette stratégie? On verra ça dans quelques instants. Mais là, la question qu'on va se poser, c'est dans quelle mesure les pays du Golfe ont participé à pousser Donald Trump à revenir à la table des négociations, si c'est bel et bien le cas, encore une fois. Direction Doha, pour retrouver Elisa Cléage sur place avec Arthur Grolet. Est-ce qu'il y a une pression des pays du Golfe ces dernières heures? Oui, en tout cas, cela leur donne quelques jours de répit supplémentaire à ces pays du Golfe qui étaient très inquiets de cet ultimatum de Donald Trump et surtout des représailles que leur aurait fait subir Téhéran, puisque la République islamique d'Iran avait menacé de s'attaquer à leurs usines de dessalement, mais également de placer des mines un petit peu partout dans le Golfe Persique, ce qui aurait entravé leurs exportations d'hydrocarbures et leur importation de marchandises. Donc ils sont soulagés. Pour autant, ce n'est qu'un soulagement partiel, puisqu'on voit bien depuis ce début du conflit, leur sort est suspendu aux humeurs de Donald Trump et des mollahs. Rien ne leur dit que la situation n'aura pas changé dans quelques heures, dans quelques jours. Donc ils continuent de se préparer très fermement. Ils font bloc tous ensemble et ils s'entretiennent très régulièrement tous ensemble. C'était encore le cas ce matin des autorités du Qatar avec les autorités du Koweït, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et de l'Égypte. Merci beaucoup Elisa Cléache avec Arthur Grolet depuis Doha. J'ai une question bonus. Il ne dit pas cessez-le-feu, le président américain. Il ne dit pas qu'il stoppe toutes les frappes, il dit qu'il ne frappe pas les infrastructures énergétiques, sauf erreur de ma part. Donc, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de frappe
dans les prochaines non, heures. il dit, Alors, je ne parle pas d'Israël, mais je parle des frappes américaines. Oui, bien sûr. Non, mais il a dit qu'il n'y aura pas de frappe sur l'infrastructure électrique, enfin énergétique au sens large. Mais sinon, la campagne continue, la campagne militaire continue. Avec cette idée qu'au bout du compte, de toute façon, il peut peut-être obtenir, sans doute d'ailleurs, une victoire militaire avec les Israéliens, c'est-à-dire arriver peut-être à juguler la menace des missiles et des drones, hein, faire en sorte qu'il n'y ait plus de tirs de missiles, peut-être arriver à dégager un petit peu le détroit d'Ormuz militairement, peut-être effectivement détruire le programme nucléaire suffisamment pour considérer qu'il est au moins neutralisé pour très longtemps. Donc ça, si vous voulez, c'est un peu la théorie de la victoire minimale, quoi, hein. À partir de là, on peut peut-être négocier quelque chose, sachant que l'objectif maximal, qui est celui de la transformation complète du régime, est beaucoup plus incertain, beaucoup plus lointain. Et donc, on sent en réalité que voilà, Donald Trump déjà cherche une porte de sortie, ça c'est à peu près clair, de cette affaire qui a été mal engagée pour les Américains, mal préparée et mal engagée du côté américain, côté israélien c'est différent, et qu'il cherche une porte de sortie. Donc la porte de sortie pour lui, c'est attendre peut-être quelque chose. Il faut qu'il y ait un succès militaire quand même, il faut quelque chose à offrir. Ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est qu'il parle quasiment que du nucléaire, hein. Oui, donc c'est voilà. Donc à la limite, c'est la victoire minimale, c'est ça. Pour lui dire voilà, j'ai obtenu quelque chose sur le nucléaire, si possible la fin du programme. Et donc ça lui suffirait pour dire ok, on arrête. Voilà, maintenant on n'est pas encore là. Et donc pendant ce temps, la guerre continue. Gwendoline de Bono. Oui, tout à fait. Et je crois que sur le nucléaire, il y a la fin du programme, l'arrêt de l'enrichissement au moins pour quelques années, mais surtout que les Américains soient en capacité, et je ne pense même pas à un État tiers, d'avoir ces 440 kilos d'uranium enrichi, parce qu'il y a aussi enrichi à 60%. Ce qu'ont vu les Israéliens et aussi les Américains, c'est qu'après la guerre des 12 jours en juin, les Iraniens, qui auraient pu faire un effort sur reconstruire les défenses antiaériennes, puisqu'ils avaient été quand même totalement aveuglés, ont fait le choix, au contraire, d'accélérer, non pas l'enrichissement, il n'y a pas eu d'enrichissement depuis la guerre des 12 jours, mais la militarisation du programme, avec des choses assez impressionnantes du point de vue israélien et américain. Le 5e jour de guerre, je crois, il y a une frappe israélienne sur un complexe à Téhéran, complexe de Minzadeh, où des scientifiques travaillaient sur la militarisation du programme. Ça veut dire des scientifiques qui travaillent en temps de guerre. Donc il y a quand même une volonté d'accélérer sur cette partie-là. Et pour les Israéliens, en tout cas quand j'étais là il y a une dizaine de jours, c'est assez clair, c'est 440 kilos d'uranium enrichi, c'est une ligne rouge. Il n'y a pas de scénario où tout s'arrête et le régime garde ces 440 kilos d'uranium enrichi. Je vous en prie, Bernard Guetta, faites votre entrée sur ce plateau. Vous êtes le bienvenu, député européen Renew. Vous êtes grand spécialiste des questions